Tu connais peut-être quelqu'un qui utilise la parentalité positive ou bienveillante, mais tu comprends pas pourquoi. Tes enfants à toi ont eu une éducation plus traditionnelle et ils sont pourtant bien élevés, alors tu comprends pas forcément pourquoi changer. Ou peut-être que tu utilises toi-même la parentalité bienveillante et que quelqu'un qui t'est cher ne comprend pas vraiment ton choix. Alors, parentalité positive, bienveillante, maternante, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi certains font ce choix? Est-ce que ça peut pas faire des enfants trop capricieux ou trop attachés à leurs parents? On va essayer de démystifier tout ça ensemble. C'est parti! Salut les tifs, éducatifs et positifs, j'espère que vous allez bien. Je suis bien contente de vous parler de ce sujet aujourd'hui parce que je sais que c'est quelque chose qui peut vous tenir à cœur et qui peut parfois être compliqué. Si toi aussi tu es content que ce thème soit abordé, je t'encourage à montrer ton soutien en aimant ou en partageant cette vidéo. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi à cette chaîne pour devenir de plus en plus tif, éducatif et positif au fur et à mesure des vidéos qui arrivent toutes les 2 semaines. À l'intérieur de la parentalité positive, il y a plusieurs façons de parenter qui sont différentes. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre, mais c'est plus comment on se l'approprie, qui on est, et on fait comme on peut, comme on veut. C'est assez libre et assez diversifié. Si quelque chose vous questionne, vous fait réfléchir ou vous chagrine, un petit commentaire positif et bienveillant fera sûrement avancer beaucoup de monde. Pour moi, tous les parents, ou en tout cas la grande majorité, sont déjà des parents bienveillants parce qu'ils ont tous en tête l'envie que leurs enfants soient des bons adultes ou des adultes heureux. Donc j'aime pas trop utiliser le terme parentalité bienveillante ou positive, mais je l'appelle comme ça dans cette vidéo parce que c'est comme ça que ça parle aux gens et que c'est comme ça que vous allez le comprendre. Je pense qu'un mot un peu plus approprié serait peut-être la parentalité à l'écoute ou la parentalité empathique. Bref. Qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est faire équipe avec son enfant pour lui transmettre des valeurs dans le respect de soi et des autres. Elle nous permet de préparer l'enfant à devenir un adulte qui sera conscient, responsable, bien dans sa peau et à l'aise avec ses relations sociales comme affectives. Donc, apporter à l'enfant le goût d'agir au quotidien, même une fois adulte, dans le respect. Si c'est pas beau ça? Pour ça, le parent à l'écoute ou empathique va se baser sur les différents stades psychosociaux du développement de l'enfant. C'est un bien grand terme pour simplement dire qu'on va se baser sur les besoins plus mentaux ou psychologiques de l'enfant. Par exemple, en plus de savoir mettre ses chaussures, il faut aussi savoir faire et avoir confiance. Ou en plus de lui apprendre à lire, il faut aussi lui apprendre à être plus autonome. Il doit savoir qui il est et ce qu'il sait faire, autant que savoir dire bonjour ou dire merci par exemple. Et bien là, dans ce style parental, on va essayer d'ajouter tous ces apprentissages dans tous les apprentissages qui sont plus traditionnels. Ce courant est né il y a déjà assez longtemps, au début du XXe siècle, par Maria Montessori et Freinet par exemple. Mais à l'époque, c'était trop nouveau et trop marginal pour que les parents puissent s'y investir pleinement. Aujourd'hui, de plus en plus de parents essayent de le mettre en place dans leur famille et de le pratiquer du mieux qu'ils peuvent parce que beaucoup de recherches scientifiques ont prouvé les bienfaits de plusieurs points qui sont établis dans cette approche. Bon, maintenant qu'on sait un peu mieux ce que c'est et qu'on voit que de plus en plus de familles l'utilisent, quels sont les impacts sur l'enfant au quotidien et sur le plus long terme ? Tu te demandes peut-être, mais en quoi ça peut être bien de ne pas forcer un enfant à prêter son jouet par exemple? Ou, mais pourquoi il le punit pas là? Il vient quand même de faire une grosse bêtise il me semble. Pour toi, c'est peut-être la seule façon d'apprendre à un enfant à être poli et bien éduqué. Et pourquoi ne pas vouloir ça pour un enfant? Alors, c'est vrai qu'il est important pour un enfant d'acquérir certaines règles de la vie en société. Par exemple, de savoir dire bonjour quand il arrive à un entretien d'embauche. Ça va beaucoup faciliter sa vie d'adulte. Un enfant bien élevé sera sûrement un adulte qui s'intégrera bien dans le moule de la société. Mais pour moi, pour d'autres personnes qui croient en la parentalité bienveillante, et d'après plusieurs recherches scientifiques, il y a d'autres façons que l'obéissance pour apporter les mêmes résultats. Je pense même que l'obéissance peut apporter des effets négatifs qui ne sont pas voulus par les parents mais qui peuvent arriver de façon inconsciente. Par exemple, un enfant qui est bien éduqué, on lui a peut-être appris de ne pas interrompre un adulte qui parle ou de ne pas parler en même temps, mais dans le futur,
Pendant une conversation entre plusieurs adultes, c'est important de savoir donner son point de vue, même s'il diffère de celui de l'autre interlocuteur. Actuellement, je travaille avec des femmes et des enfants qui ont survécu à de la violence conjugale. Et en violence conjugale, on a d'un côté le bourreau qui, entre autres, n'arrive pas à exprimer ses émotions calmement ou ne fait pas preuve d'empathie pour les autres membres de sa famille. Et d'un autre côté, il y a aussi la victime qui malheureusement arrive bien trop souvent par croire que ses besoins sont moins importants que les siens. Pour moi, une éducation empathique et égalitaire dès le plus jeune âge peut grandement limiter cette dynamique. Grâce à ces apprentissages dès la naissance, les deux personnes seront intimement convaincues qu'ils sont ni plus ni moins importants que l'autre. Ils sauront tous les deux exprimer leur désaccord avec calme. Et ils auront intégré la capacité de résoudre des conflits sans perdant. Bref, l'égalité et le respect. Je te pose la question. Qu'est-ce qu'un enfant peut intégrer quand pendant des années, on lui donne une tape sur la main quand il se met en colère? Que la colère peut se gérer par de la violence physique. Mais si tu lui montres d'autres façons d'exprimer sa colère, par exemple avec des mots ou un ton plus doux, il apprendra à ne jamais accepter la violence, de 1, et de 2, il saura exprimer calmement son désaccord et sa colère. Ou encore, qu'est-ce que l'enfant va apprendre si tu lui dis plusieurs fois dans la semaine « Oh, t'es vraiment trop lent, attends, je vais le faire » et que tu lui mets ses chaussures à la place parce que vous allez être en retard. Peut-être qu'il va intégrer qu'il n'est pas aussi bon que toi et qu'il a vraiment besoin d'aide pour les choses aussi banales que de mettre ses chaussures. Alors que si tu lui laisses plus de temps devant lui pour qu'il puisse le faire à son rythme, il va apprendre qu'il a les capacités pour faire les choses par lui-même et ça va lui faire gagner confiance en lui et en ce qu'il sait faire. Qu'est-ce que l'enfant va intégrer petit à petit inconsciemment quand tu vas lui dire plusieurs fois « Oh, arrête de pleurer, là, c'est quand même pas bien compliqué ce que je te demande » quand tu lui demandes simplement de finir son assiette de légumes, par exemple. Que ses goûts ou son sentiment de satiété sont pas valides et que ta demande est plus pertinente que ses émotions. Alors que si tu lui proposes de garder ses légumes pour plus tard, il va comprendre que les légumes, c'est quelque chose qui est important pour lui, mais que ses émotions le sont aussi. Et en plus, il va apprendre qu'il a le droit de pleurer et que tu vas pas l'aimer moins pour autant. Je pourrais donner des millions d'exemples comme ça, mais je pense que vous avez compris l'idée qui est que on peut arriver aux mêmes apprentissages pour l'enfant tout en mettant en avant le respect de soi et de l'autre. Et je suis convaincue que ces apprentissages dans l'enfance peuvent apporter tellement dans une vie d'adulte. Je pense que ce qui peut rebuter certains parents à utiliser la parentalité positive ou bienveillante sont liées à des peurs. Donc quelles sont ces peurs qui sont attribuées à ce style parental? On peut apparenter ça à tort, il me semble, à du laxisme et que les enfants plus tard vont en faire qu'à leur tête et vont être beaucoup trop gâtés. Alors que dans la parentalité bienveillante, on met quand même un cadre à l'enfant, même si c'est fait de façon différente que des punitions ou des ordres. En effet, je pense que c'est très important, voire indispensable, que des enfants aient des limites et un cadre, quel que soit notre style parental. Au lieu d'interdire simplement à un enfant de taper sur un autre enfant, on peut lui montrer l'effet négatif que ça a eu sur l'autre enfant et développer son empathie. Dans les deux cas, il va avoir le même cadre. Tu ne peux pas taper sur l'enfant. Sauf que dans un, il va le faire parce qu'il s'est fait disputer, il ne veut plus se faire disputer. Et dans l'autre, il va le faire parce qu'il a compris que ce geste avait eu un effet négatif sur l'autre et que comme il a développé son empathie, il ne voudra plus le reproduire. Quand ils seront grands, le résultat sera le même, mais par respect des valeurs plutôt que par respect des règles. Combien de fois j'ai entendu « Non mais vas-y, c'est bon, tu peux y aller, il n'y a pas de radar sur cette route ». Ça m'énerve cette phrase. Moi, je ne suis pas les limitations de vitesse à cause des radars et à cause de l'amende que je peux avoir, mais parce que je tiens à ma vie et que je tiens à la vie des autres. Donc, le résultat, c'est qu'on suit la même règle, la limitation de vitesse ou ne pas boire avant de conduire, mais pour des raisons différentes. Il y en a une, c'est juste parce qu'on a appliqué des règles bêtes et méchantes par peur de la conséquence, et l'autre, on le fait parce qu'on comprend l'idée et les impacts que ça peut avoir sur la société et sur les autres. Les parents qui utilisent une éducation plus traditionnelle peuvent aussi se dire
mais tu vas te faire écraser par ses caprices, il va te marcher dessus. Si un enfant n'est pas écouté et entendu, il peut effectivement utiliser les caprices pour se faire entendre. Mais si l'enfant est entendu et apprécié pour qui il est dès le début, il n'aura même pas besoin d'utiliser ce stratagème pour arriver à ses fins. Et si ça arrive, parce que la parentalité bienveillante n'est pas une recette miracle pour avoir des petits anges à la maison, vous saurez tous les deux parler de vos émotions et ressentir celles des autres pour pas que ça escalade jusqu'à un ordre, une violence physique ou seulement verbale pour se faire accepter et trouver une résolution de conflit. Vous trouverez une solution qui vous convienne à vous deux. Il y a plein d'autres petits points comme ça, par exemple que les parents sont trop naïfs, que les enfants n'arriveront jamais à dormir seuls, qu'on n'est pas assez informé sur qu'est-ce que c'est qu'un enfant, quels sont ses besoins. Et si tu as d'autres pensées comme ça dans ta tête, ça me ferait vraiment plaisir d'en discuter avec toi en commentaire de cette vidéo. Je pense que depuis le début de cette vidéo, j'en ai pas un portrait qui était plutôt très positif, mais je sais qu'il y a aussi des points négatifs à ce style de parentalité. Tous ces points négatifs, ou plus difficiles on va dire, s'axent surtout sur le côté parent, parce que pour l'enfant, beaucoup de recherches l'ont prouvé, les points sont globalement très positifs. Cette théorie est trop nouvelle pour être facile, et oui, c'est quand même assez compliqué de changer radicalement ce que nous on a vécu pendant toute notre enfance, soit à la maison, soit à l'école. On a tendance à reproduire ce qu'on a appris, et donc quand ici on va essayer de trouver des nouvelles techniques, c'est peut-être un peu plus compliqué. Il peut nous arriver parfois, ou souvent, de péter un câble, de dire des choses qu'on s'était juré de jamais dire, ou de faire des choses qu'on regrette. Mais il faut être aussi indulgent envers notre enfant qu'envers nous-mêmes. Ça n'existe pas, le parent le plus bienveillant qui soit, de rester calme 365 jours par an, 24 heures sur 24, c'est pas possible. C'est pas possible, mais pourtant c'est ce qu'essayent de faire tous les parents. Et quand ça rate, la culpabilité peut être énorme. Dans la parentalité positive ou bienveillante, on ne va pas utiliser des ordres, donc l'enfant ne va pas apprendre à se plier à nos exigences et à nos demandes. Donc ça peut être parfois difficile d'avoir ce qu'on souhaiterait avoir. On va devoir donc faire preuve de plus de flexibilité, d'écoute ou d'attention, ce qui n'est pas forcément inné chez nous. Ça peut être vraiment fatigant, mais sur le long terme, le résultat est d'autant plus positif et ça sera donc plus facile de parenter après que pendant. Donc il faut s'accrocher les premières années et après ce sera plus facile sur le long terme. Je pense que le point le plus difficile, c'est le regard des autres parents ou des personnes qui nous sont chères. Quand au quotidien, tous les jours, pendant des années, tu te fatigues avec les points que j'ai dit avant et que ton seul objectif c'est de faire le mieux que tu peux pour ton enfant, de lui apporter tous les besoins qu'il a, de faire attention à ses différents stades de développement, d'être à l'écoute pour lui, de faire tout ce que tu peux pour que ça soit le mieux possible pour lui et que quelqu'un qui est très important pour toi, un membre de la famille, un ami ou même un inconnu qui te dit ou qui te fait sentir que ce que tu fais c'est pas bien, c'est pas assez comme ça, c'est trop comme ça, que ton enfant va être malheureux, que ton enfant va être pas assez bien, je sais pas. Tu peux avoir une culpabilité, une incompréhension, une envie de baisser les bras et le doute de te dire est-ce que oui ou non ce que je fais c'est le mieux pour mon enfant. La culpabilité du parent c'est vraiment quelque chose. Alors tous les parents, tous les éducateurs qui m'écoutent aujourd'hui, vous cherchez à vous renseigner, vous cherchez à faire du mieux que vous pouvez, vous cherchez à vous améliorer. Donc prenez une minute pour vous applaudir, pour vous faire une petite tape sur l'épaule et vous dire que ce que vous faites c'est bien. C'est le mieux que vous pouvez pour votre enfant. Vous avez le droit de crier de temps en temps et quand même être un parent bienveillant. Vous n'avez pas besoin d'allaiter jusqu'aux 2 ans de votre enfant si vous ne le sentez pas pour être un parent positif. Vous avez aussi le droit de prendre du temps pour vous en appelant une babysitter et toujours être le meilleur parent qui soit pour votre enfant. Votre enfant a pu recevoir la meilleure éducation qui soit et quand même faire des caprices. Ce n'est pas un signe d'échec et c'est pas un signe que votre enfant n'est pas bien ou n'est pas heureux.
Si votre enfant apprend à son propre rythme, vous aussi. Cette vidéo, j'essaye pas de convaincre qui que ce soit de faire ce choix ou d'entrer dans la parentalité positive. Mais si c'est votre cas, vous le pouvez. Que vous soyez un parent, un grand-parent, un éducateur, un oncle ou une tante, vous avez le droit vous aussi de vous y mettre. Je pense que dans un premier temps, c'est plus un sentiment ou un pressentiment que vous voulez parenter de cette façon-là. Par exemple, ça vous fait du mal quand vous entendez un bébé pleurer ou vous êtes contre les châtiments corporels. Puis petit à petit, vous allez vous renseigner un peu plus là-dedans et au bout d'un moment, vous allez peut-être faire un choix conscient de travailler de plus en plus dans ce sens. La meilleure façon est de commencer par le point le plus petit et le plus facile qui est pour toi. Va dans tes forces plutôt que dans tes faiblesses. Il faut que tu commences par un point qui te corresponde pleinement. Tu peux pas essayer de tout faire de la parentalité positive du jour au lendemain alors que c'est pas du tout qui tu es au départ. Tu peux peut-être commencer simplement par observer ton enfant pendant un mois ou deux pour voir quels sont les points qu'il aime le plus, quelles sont ses difficultés, ses défis, ses forces. C'est déjà un très bon point pour commencer. Et puis petit à petit, quand tu te renseigneras là-dessus, que tu intégreras des groupes sur Facebook, que tu liras sur des blogs de parents ou que tu t'abonneras à ma chaîne pour avoir des nouvelles informations toutes les 2 semaines, tu gagneras assez naturellement des nouvelles compétences et des nouvelles façons de faire. Et surtout, n'oublie pas que le parent est le premier éducateur de son enfant. Alors fais-en bon usage.